Bonjour Sophie Majeran. Bonjour Corentin. Alors vous êtes directrice de l'agence Odeya et aujourd'hui vous nous emmenez en Jordanie. Oui, Odeya, agence de voyage et de pèlerinage, nous proposons de partir en Jordanie à la découverte de cet héritage biblique et antique qui se trouve là-bas du dimanche 5 février au dimanche 12 février 2023. C'est bientôt, mais il est encore temps d'en parler et de s'inscrire. Alors la Jordanie, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un pays absolument fabuleux. C'est un pays qui se trouve outre-Jourdain, c'est-à-dire de l'autre côté du Jourdain par rapport à la Terre Sainte, si vous voulez, ou à Israël actuel. Et il est vrai que c'est un pays biblique et antique, avec une forte empreinte laissée à la fois par des personnages bibliques comme Moïse. Quand le peuple hébreu a erré pendant 40 ans dans le désert, finalement, ils ont pénétré dans le pays d'Édom, de Moab et d'Ammon. Et donc, c'est précisément ces trois territoires qui constituent aujourd'hui la Jordanie actuelle. Et d'autre part, vous avez également des personnages, en tout cas des civilisations, une civilisation clé qui a marqué le pays. Ce sont les Nabatéens qui ont œuvré et se sont enrichis grâce au commerce de l'encens, puisque ils ont contrôlé les routes caravanières qui permettaient d'importer l'encens depuis le sud de la péninsule arabique, l'Arabie heureuse, vers la Méditerranée, tout transité par leur cité caravanière qui s'appelle Pétra. Ah oui, Pétra évidemment. Et on rappelle que c'est vous qui accompagnez ce voyage. Oui. Vous ne l'avez pas dit. Ah, c'est vrai. Alors c'est moi, je me réjouis déjà à l'avance de retourner une nouvelle fois en Jordanie. C'est un pays que j'aime énormément. Vous y êtes allé déjà plusieurs fois. J'y suis allée plusieurs fois, plusieurs fois. Et donc je le connais bien et c'est toujours une joie de pouvoir y retourner. Vous savez, j'ai cette grande chance de pouvoir retourner dans des destinations comme ça que j'apprécie, que j'aime, ça permet d'approfondir. Je dis toujours que la première fois dans un pays, on se prend une espèce de grande illumination, on est un peu désarçonné parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations, et puis le fait de pouvoir y retourner, et donc ça c'est ma chance, entre guillemets, une grande grâce, ça permet de bien mettre les choses en place, d'avoir une bonne chronologie, de prendre du recul, de méditer, de digérer tout cela, et puis finalement de le transmettre auprès des voyageurs qui partent avec moi et de ainsi faciliter la tâche, de bien comprendre cette histoire qui est quand même très, très ancienne. Alors là, c'est un voyage d'une semaine, de 8 jours et 7 nuits, qui est sur un tout petit pays, mais il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses à voir, en effet, vous avez raison. Alors, c'est vrai que on atterrit à Amman et on commence par découvrir la partie nord du pays. La partie nord, donc à la fois avec les restes, les traces justement bibliques. Par exemple, au mont Nebo, c'est là que notre fameux Moïse, dont on parlait tout à l'heure, va arriver. Et de cette montagne, il va voir toute la dépression du Jourdain et de la mer Morte. Et surtout, de l'autre côté, il voit la terre promise, là où coule le lait et le miel. Mais Moïse qui avait douté de Dieu dans le désert, et précisément à proximité de Pétra, lorsque le peuple avait soif, vous savez que le petit peuple hébreu râlait toujours, était assez infidèle finalement, et le pauvre Moïse se retrouvait quand même avec beaucoup de problèmes à régler. Et ils ont soif. Et donc Dieu dit à Moïse, tape sur ce rocher et l'eau jaillira. On a conservé encore aujourd'hui la source. Mais Moïse, souvenez-vous, au lieu de ne taper qu'une fois avec son bâton, va faire passer 3 coups, l'eau jaillira quand même. Et Dieu lui dira, Moïse, tu as douté de ma parole. Tu verras la terre promise, mais tu n'y entreras point. Le fait est qu'au mont Nebo, un peu plus loin, à proximité d'Amman justement, on domine toute la plaine du Jourdain, on voit la terre sainte, on voit la terre promise, et c'est l'endroit où Moïse est mort, précisément. Moïse monta de la plaine de Moab vers le mont Nebo, qui est en face de Jéricho, et le Seigneur lui fit voir tout le pays, c'est dans le Deutéronome, dans les textes bibliques, et c'est là où il est mort. Il n'a pas franchi le Jourdain, il n'est pas arrivé en terre promise, c'est son frère qui reprendra le flambeau. Donc vous voyez, un héritage biblique très important, héritage également chrétien, puisque tout à l'heure je disais, c'est ce pays, la Jordanie, qui se trouve
outre Jourdain. Si vous relisez bien les évangiles, Corentin, eh bien, vous vous rendrez compte que très souvent, la mention d'outre Jourdain est faite. Pourquoi ? Parce que à Jérusalem, lorsque ça chauffe au temple, eh bien, le Christ doit fuir. Il descend, il prend la route de Jérusalem à Jéricho. Il arrive dans la plaine et dans cette ville à proximité du Jourdain. Et là, il passe de l'autre côté, outre Jourdain. Il va retrouver notamment son cousin Jean-Baptiste qui se trouve à Béthanie, outre Jourdain. Donc finalement, le Christ passe beaucoup de temps en Jordanie actuelle. Ça fait partie de la Terre Sainte finalement, la Jordanie. Beaucoup de notre histoire qui beaucoup de notre histoire. Alors, et figurez-vous aussi bien que la plupart des enseignements du Christ, des paraboles, ont été faites en Jordanie actuelle. Ah oui, on ne le dit pas assez. En Pérée, c'est le terme de l'époque, c'était la Pérée. Donc voilà, héritage chrétien, antique, biblique, très important. Et donc héritage aussi de ce monde gréco-latin que l'on retrouve dans toutes ces cités au nord d'Amman, à proximité du lac de Tibériade, mais aussi de la frontière syrienne. Rassurez-vous, il n'y a aucun danger, c'est un pays très stable que la Jordanie. Et on découvre des cités absolument fabuleuses, comme celle de Jérach, qui offre aux visiteurs de magnifiques espaces avec une place ovale qui remonte au IIe siècle après Jésus-Christ. Ce sont des fondations grecques, mais qui ont continué, si vous voulez, à l'époque romaine et qui ont été embellies d'une manière inimaginable. Vous avez des colonnades sur des centaines de mètres qui sont intactes, 2 théâtres parfaitement intacts avec les murs de scène. Ça, c'est Jérach, c'est extraordinaire, c'est éblouissant. Alors, généralement, d'ailleurs, on continue vers Umkais, l'antique Gadara, qui était appelée aussi la Nouvelle Athènes à l'époque par un poète de l'Antiquité. Et cette ville, justement, domine la mer de Galilée, c'est-à-dire le lac de Tibériade. C'est très, très beau, magnifique panorama. C'est là où d'ailleurs eut lieu le fameux épisode des démons chassés par le Christ dans un troupeau de cochons qui se précipita dans le lac. On est là, c'est du concret. On est dans les évangiles. Absolument. Alors ensuite, on continue vers un lieu qui s'appelle Macéronte, en bordure de la mer Morte, et qui est le lieu du martyre de Saint Jean-Baptiste, justement, le cousin du Christ, Jean-Baptiste, qui sera martyrisé toujours outre Jourdain, voyez, dans une des citadelles du roi Hérode, et qui domine la mer Morte. C'est assez extraordinaire. Alors bien sûr, mer Morte, point de passage obligé, c'est la baignade, la mer Morte qui est alimentée, vous savez, par le Jourdain dans lequel a été baptisé le Christ, côté jordanien. Et là, bien sûr, nous nous y rendrons aussi. C'est le lieu qu'on évoquait tout à l'heure, Béthanie, au-delà du Jourdain. Alors, la suite nous mène à suivre finalement la route biblique, la biblique route des rois qui fut empruntée, on le disait tout à l'heure, par Moïse et le peuple élu. Alors nous allons l'emprunter non pas du sud au nord comme l'a fait Moïse et ses compagnons, mais du nord au sud. Et nous ferons un premier arrêt à Kirak. Kirak, qui est une citadelle croisée qui permettait de contrôler la route des rois et de communiquer avec Jérusalem, figurez-vous. On est toujours en hauteur, au même niveau que Jérusalem, et par des feux interposés, on pouvait communiquer. Encore aujourd'hui, par temps clair, on voit le dôme du rocher étinceler depuis Kirak. C'est quand même très, très étonnant. Et donc, finalement, on arrive à Pétra. Alors, Pétra, c'est le clou, si vous voulez, du voyage. Nous restons 2 jours pleins à Pétra. Et je pense qu'une agence de voyage qui propose de rester à peine une journée, ce n'est pas possible. Pétra, c'est 90 km². Alors, rassurez-vous, chers auditeurs, on ne sillonne pas les 90 km² de sites, mais on a un magnifique site archéologique. C'est la façade la plus connue de la Jordanie, qu'on voit notamment dans le film Indiana Jones et la dernière croisade. Tout à fait cela. Un film de mon enfance. Excellente référence, Corentin. Mais vous savez que c'est cette façade de ce temple, enfin en tout cas de cette tombe, pardonnez-moi,
bien, que l'on retrouve aussi dans Coq en stock, dans un épisode de Tintin. Tout à fait. Alors voilà, on est saisi. Il faut 2 jours à Petra, c'est obligatoire. Petra, c'est cette cité refuge, cette cité caravanière, où justement les Nabatéens dont on parlait au début de l'émission venaient et se retrouvaient pour transporter cet encens depuis le sud de la péninsule arabique vers la Méditerranée. Ils étaient richissimes et ils ont établi une cité refuge. C'est vrai que depuis la route des rois, en hauteur, on ne voit pas le site, on ne voit pas la ville qui est enfermée, si vous voulez, en tout cas dans une zone montagneuse par laquelle on peut accéder par un défilé extrêmement étroit qui dure près de 2 km. C'est le fameux défilé du Sikh, facile à garder bien sûr, et qui débouche sur le fameux trésor que vous évoquiez, le trésor ou la khazné, comme on dit. Vous voyez, par exemple, là, d'où l'intérêt de partir avec une agence, il faut savoir à quelle heure la khazné, la façade va être éclairée. Et donc, on fixe le départ le matin en fonction de l'éclairage de cette magnifique façade. Excavée, absolument pas construite. Sur 40 mètres de hauteur, figurez-vous, les Nabatéens ont taillé la roche comme s'ils taillaient un temple. En réalité, on sait aujourd'hui que c'était des tombes de rang royaux, magnifiques. Et donc, on retrouve des frontons, des colonnes, mais tout cela n'a pas du tout été construit, mais a été entièrement sculpté dans la roche et excavé. Extraordinaire. Extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire et c'est vrai que c'est magnifique. Alors ensuite, une fois qu'on sort de ce défilé, on arrive sur une grande plaine, on va dire, assez dégagée. Et beaucoup de choses à voir, toutes les tombes royales. Alors là, vous avez une façade entière d'une falaise où vous avez des dizaines de tombes qui sont sculptées, là encore, dans la roche. C'est extraordinaire. Et l'après-midi, nous proposons de faire une ascension au Der, D-U-I-R, c'est-à-dire monastère, qui permet d'accéder, là encore, à une façade sculptée dans la roche avec un paysage tout autour extraordinaire du Der. On a une vue sur toute la Wadi Araba, cette dépression qui est dans le prolongement du Jourdain, de la mer Morte, la Wadi Araba qui se situe en réalité à moins 400 mètres sous le niveau de la Méditerranée. On est et donc en haut du Der, on voit cette dépression, puis on voit tout ce chaos rocheux. On a l'impression de vivre la création du monde. Voilà. C'est quand même tout à fait étonnant. Ça a l'air magnifique. C'est splendide. Et autre précision, de ce Der, de cette montagne, on voit également sur le côté la tombe d'un personnage biblique important. Alors, le lendemain, autre aspect de Petra, on part par un itinéraire en dehors des sentiers battus. Alors c'est vrai que j'ai eu cette grande chance de connaître un très bon guide local qui malheureusement est décédé depuis il y a quelques années, formidable, qui connaissait Petra comme sa poche, qui m'avait fait voir vraiment tout ce qui était intéressant et surtout un circuit, un chemin que personne n'emprunte, que même les guides aujourd'hui ne connaissent pas, c'est moi qui leur montre finalement. C'est un juste retour des choses. Et on traverse un paysage géologique changeant, très haut en couleur. C'est une marche facile à faire et qui permet de rejoindre les hauts lieux du sacrifice. Tout le monde passe toujours par les mêmes endroits. Nous, on arrive par un autre itinéraire. C'est absolument splendide. C'est au lieu du sacrifice. Effectivement, sur les hauteurs de Petra, on a retrouvé des zones de sacrifice. C'était des gens extrêmement religieux que ces Nabatéens. Et ces lieux de sacrifice sont matérialisés par des obélisques, là encore excavés. On a dégagé des tonnes de roches pour pouvoir créer ces obélisques. Et on a une vue absolument fascinante sur tout le site de Petra. Et ensuite, on redescend par le complexe de la tombe du Romain, comme on l'a appelé. On a donné des noms au cours des siècles. Et on passe par le Wadi, c'est-à-dire la petite vallée, Farassa, et pour arriver à la colonne du Pharaon, comme on l'appelle. Bref, on en a plein les yeux, on en a plein les pattes aussi, parce qu'à Petra, il faut marcher, il faut de bonnes chaussures. Alors, c'est accessible quand même à tout le monde. Et si jamais quelqu'un a du mal peut-être à marcher, ce n'est pas un problème, comme on dit aujourd'hui. Vous avez des systèmes de navettes qui permettent de
remonter à la sortie du site. Eh ben, merci beaucoup Sophie Mageran, on a envie de partir avec vous. Donc, venez. Du 5 février au dimanche 12 février, donc avec vous Sophie Mageran, la Jordanie. Évidemment, vous pouvez vous inscrire sur le site odeya.fr. Merci beaucoup Sophie Mageran. Avec grand plaisir. Merci à la semaine Corentin. prochaine.